Comment ça va? La semaine a été éprouvante? La semaine a été moins éprouvante que les semaines précédentes. Les gardes étaient moins difficiles. Tu sais qu'on a 4 lits de soins continus en cardio et les patients sont un tout petit peu moins lourds. On devait ouvrir 4 lits de réanimation et cela n'a toujours pas été le cas par manque de personnel. Je ne sais pas s'ils vont aller au bout de leur projet d'ouvrir des lits de réanimation en cardiologie. D'accord. Pour le moment, vous avez fait des lits d'USC, c'est ça? C'est des lits du SC, tout à fait, 4 lits du Ils, SC. ils sont intubés. Personne n'est intubé, non? Non, dans ces lits du SC, il peut y avoir Au l'optiflow. petit Pour flot, ceux qui ne voilà. connaissent pas, c'est de l'oxygène vraiment à haut débit, vraiment directement dans le nez. Voilà, mais pas d'intubé dans Donc, notre. docteur Amara, il est très actif en rythmologie en France et dans le monde. Il est donc le référent rythmologie à l'hôpital du Rincy-Montfermeil, qui fait partie maintenant du GHT là, avec le regroupement des hôpitaux. Il a une chaîne YouTube qui cartonne. Il a des lives Facebook qui cartonnent et on a essayé de le brancher au live Instagram. Et donc, ça lui a plu. Hier, on a fait un petit live, c'était très sympa. Ouais, grâce à toi. Grâce à toi, j'ai démarré. Bon, grâce aux invités. Ouais, voilà, exactement. Bon, en tout Bon. cas, du coup, alors les patients les plus graves en cardio, parce que finalement, on aurait voulu avoir l'avis d'Amar. Amar, il est interne en réa à Montfermeil. On n'arrive pas à se capter, malheureusement. Il a une mauvaise connexion. Du coup, comment se passent les patients graves en cardio, quand même, qui ne sont pas intubés, mais qui sont pré-intubés, quoi. Alors, on a vu de tout. On a vu des patients s'aggraver et qui ont nécessité d'être ventilés. On a vu des patients qui se sont améliorés. On a aussi des patients de cardio de base, c'est les patients les plus graves parce qu'ils sont les plus âgés, parce qu'ils ont de l'insuffisance cardiaque et parce que c'est jamais très facile de faire le diagnostic entre l'insuffisance cardiaque et l'infection Covid. Au départ, rien n'est très clair. Donc, on Hmm. fait bien sûr le screening avec la PCR, on fait le scanner, on fait relire le scanner et les radiologues nous ont Deux beaucoup lectures de. aidés. Le Ouais. chef service de Montfermeil, Dr Cafagi, il est top. Ouais, il Il est a, top. il a corrigé plusieurs diagnostics le lendemain en relisant les scanners. Donc ça, c'est vraiment top parce que ça aide beaucoup. D'accord. Est-ce que, donc, tu dis au début, le diagnostic peut être un peu difficile, c'est ça? On ne sait pas si c'est un peu d'insuffisance cardiaque ou de l'influence. Et donc, c'est vraiment une maladie avec des formes atypiques. On voit que les gens ne se ressemblent pas, les tableaux ne se ressemblent pas ou les tableaux se ressemblent? Les modes de présentation. Il y a la grande majorité dans le même tableau, qui est ce tableau finalement fièvre, tout, un tableau respiratoire. Le tableau typique, c'est de voir l'anosmie, la gueusie, ils n'ont plus le goût, ils sentent bien, ils ne sentent plus rien. Donc ça, c'est D'accord. typique. Après, tu as des patients qui viennent, qu'on est habitué nous à avoir, qui sont de l'insuffisance cardiaque, qui sont essoufflés, et ils ont eu un peu de fièvre. Donc on a l'impression qu'on a du mal à croire que ce soit ça, mais on sait qu'une n'importe quelle infection peut les décompenser. Ils ont probablement les deux. Donc on les dépiste et même des fois on refait les PCR plusieurs fois pour être sûr qu'ils sont vraiment négatifs. Tu sais Donc que là, des fois c'est négatif et ça se positif. Tu en as des deuxième ou troisième qui peut être positif. d'accord. Donc la PCR, c'est pas le truc le plus fiable au monde. Voilà, exactement. C'est pas toujours Découvert en très hasard. fiable. Ouais. Ok. La faute à quoi? La faute à matériel de mauvaise qualité ou la faute à la technique? La faute à tout. La faute, est-ce que le prélèvement est assez bien fait? Est-ce que le patient se laisse faire pour le faire? La technique en elle-même. Voilà, on aimerait avoir des sérologies aussi, je pense. Ça va. Ils sont en train de tester les sérologies actuellement pour savoir lesquelles sont fiables. Parce qu'il y a eu beaucoup de tests qui ne sont pas fiables, donc on attend des sérologies fiables. Ça va être important, notamment quand on va parler du déconfinement, de savoir voilà, comment on fait. On se dit que finalement, un patient qui a rencontré le virus, qui est positif Hmm. et qui a une sérologie positive, ben, il peut aller travailler. On pourrait le laisser travailler. Effectivement, ouais, c'est la stratégie qui va sûrement se décider. J'espère en tout cas, il va falloir que l'économie redémarre à un moment donné. Ouais. Et les traitements, alors Walid, du coup, vous avez utilisé le protocole Raoult ou non? Alors, on l'a un petit peu utilisé. Moi, je dirais que je ne suis pas contre. Je pense, s'il est efficace, c'est à la phase tout aiguë, avant que finalement que le patient se dégrade et qu'il y ait la phase cytokinique et l'inflammation qui démarre. Et à ce moment-là, on est déjà très tard et probablement trop tard par rapport à la chloroquine. Un rappel pour Maintenant, il y a deux phases. Il y a la phase où c'est le virus qui fait les dégâts, c'est les 10 premiers jours. Après, le virus se barre et c'est les dégâts, l'inflammation et l'infection bactérienne qui peut se rajouter qui fait les dégâts entre J10 et J20. voilà. On a fait un live avec le professeur Ariel Cohen ce matin sur Zoom. Ouais, j'ai Et vu en différé. la classe. Et, 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 et on a vraiment expliqué ça. Et donc, ils essayent au maximum par exemple à Saint-Antoine d'inclure les patients dans les études pour vraiment avoir des datas plutôt que de dire on croit ou on ne croit pas. C'est pas habituel. Habituellement, on ne donne pas un médicament basé sur des études sans qu'il y ait un groupe comparatif. Habituellement, on fait des études randomisées, c'est-à-dire tirage au sort,
Et en face, il y a un médicament qui ressemble au médicament de base, mais qui on appelle un placebo. Au jour d'aujourd'hui, comme on n'a pas le temps d'avoir tous ces résultats, on est basé sur des études finalement cas témoins, soit des patients qui ont eu, des patients qui n'ont pas eu, mais qui n'ont pas été tirés au sort, ce qui est moins rigoureux. Donc aujourd'hui, c'est pour ça que je dis toujours la date du jour. Je dis aujourd'hui, nous sommes le 12 avril, voilà ce qu'on sait. Peut-être que dans 3 jours, notre vidéo elle sera démodée parce qu'on aura une autre étude. Tu sais qu'il y a une étude sur la chloroquine publiée dans le New England qui est négative. Ouais, j'ai Donc, entendu. voilà. Au stade de la pneumonie aussi, non? Mais un stade plus tardif, c'est vrai. C'est pour ça que je dis toujours, il y a une piste, c'est au départ. C'est vrai C'est au que départ. Raoult avait dit qu'il ne faut pas attendre qu'il soit dans le cercueil pour leur donner la chloroquine. Oui, oui. Alors, il ne faut pas le prendre au hasard. Il faut faire un électrocardiogramme parce que c'est la combinaison des deux médicaments. Et les deux médicaments allongent le QT et peuvent favoriser les troubles du rythme. Je sais bien que l'hydroxychloroquine, le plaquenil était disponible même en libre service avant qu'il soit mis sur ordonnance à nouveau. Il était disponible et il y a des gens qui le prenaient depuis des années, ça se passe très bien. Mais le fait qu'on donne deux médicaments qui ont le même effet secondaire, donc en fait, ces deux médicaments, on doit faire extrêmement attention. Et c'est pour ça qu'on doit être prudent lorsqu'on met ces deux médicaments. On fait un électrocardiogramme avant, on fait un électrocardiogramme sous traitement. Donc ça veut dire que les gens ne vont pas pouvoir essayer de l'acheter. D'ailleurs, ils ne peuvent pas l'acheter aujourd'hui en pharmacie puisqu'il a été retiré des pharmacies. Il n'est que disponible qu'à l'hôpital. C'est ça. Et le potassium, alors le potassium, le calcium, des choses qui jouent sur le QT aussi? Oui, si tu Ouais. manques de potassium ou tu manques de calcium, ton QT s'allonge. Donc tu as plus de risque de troubles du rythme. Bien Donc, joué. oui, donc comme ils ont des troubles digestifs, je vois Zinem qui a posé la question, comme il y a des troubles digestifs, bah, ils perdent du potassium et donc ils peuvent faire des troubles de rythme plus facilement. Donc il faut toujours au moins un ECG au début, un ECG on va dire à J1, un ECG à J7 si on veut simplifier. Ok, super. Bon, bah écoute, c'est clair. Du coup, là, je pense que l'activité va reprendre, l'activité de cardiologie normale, entre guillemets, va reprendre pour le mois de mai-juin. Alors, il y a une grande crainte. Tu sais qu'il y a une communiqué de presse, la Société française de cardiologie, la Société française de médecine, de neurovasculaire, qui s'inquiètent que où sont passés tous ces infarctus du myocarde, tous ces AVC. Est-ce qu'ils n'ont pas consulté et ils ont fait leur infarctus silencieux? Tu sais qu'il y a eu une augmentation des morts subites d'ailleurs. Donc, est-ce que tous ces gens-là sont morts subitement? On ne sait pas. Donc, c'est de dire aux patients qui sont en maladie chronique, qui ont une ALD, qui sont pris en charge à 100%, c'est de contacter leur médecin pour avoir une téléconsultation et c'est le médecin qui va juger s'il y a besoin ou pas de les voir en consultation. Et c'est vrai que je prends toujours l'exemple de ma consultation de mardi prochain. Je l'ai déjà faite par téléphone hier. J'ai appelé tous mes patients et j'en ai que 2 qui vont venir. J'en ai que 2 que je vais faire venir parce qu'il y a des petits ajustements au niveau des médicaments à faire et que j'aimerais bien les revoir avant. Mais sinon, tous les autres, soit c'est réglé par téléphone, soit je ne les ai pas eu au téléphone en leur disant si vous avez besoin, rappelez-moi. Ils ne m'ont pas rappelé. Donc voilà pour te dire. Mais ça va reprendre progressivement. Il y a eu des alertes de télécardiologie. Je sais que vous surveillez vos défibrillateurs, vos pacemakers à distance. Tu as eu des alertes des morts subites? Il y a eu des choses, non? Alors, j'ai vu pas mal il y a 10 jours, j'ai vu plusieurs emballements de rythme ventriculaire, plusieurs tachycardies ventriculaires. Ce n'était pas sous chloroquine, hein, mais donc, ce qui va aussi avec les hypothèses finalement de stress. On est tous un peu stressés, un peu par l'aise. Et quand vous avez un cœur fragile, ben, vous êtes probablement un peu plus stressé qu'un autre. D'accord. Donc, on s'attend à une vague post-Covid. Et puis aussi, Ici, en on craint cardiologie. d'avoir tous ces patients qui n'ont pas consulté, qui vont arriver en même temps. Donc, il va falloir gérer tous ceux qui ont attendu. Et le problème, c'est que là, on attend, déjà, on est presque à un mois d'attente, on va attendre 2, 3 mois. Et donc, on va se retrouver avec beaucoup de patients qui vont consulter en même temps. Tu as raison, Zineb, il y a un côté stress, je pense, oui, qui doit contribuer. D'accord. Bon, bah, prenez des forces en tout cas Voilà. et reposez-vous bien. Bon Et courage. bravo encore à toutes Merci à toi pour ton aide. vos équipes hospitalières au front. Tu salues. Merci. Merci à tous les Ciao, soignants. ciao. Merci aussi.